La grande édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Au programme ce soir. Le compte à rebours est lancé au nord d'Israël. Qui peut encore l'ignorer? Depuis plusieurs jours, Tsahal intensifie ses raids contre le Hezbollah en réponse aux violations de l'accord de trêve et accumule les preuves d'une coopération de l'armée libanaise avec la milice pro-Iran. Conclusion, à Jérusalem, les frappes ponctuelles ne suffisent plus et une opération d'envergure devient nécessaire. Coup de pression et pourquoi pas un ultimatum qui pourrait être lancé aux autorités libanaises. Les efforts diplomatiques de Washington sont-ils déjà ceux de la dernière chance? Élément de réponse dans un instant. En parallèle, Gaza, même défi, réduire les options d'un Hamas en quête de second souffle. Tsahal détruit des armes et sécurise la fameuse ligne jaune. Et en face, on découvre la stratégie mondiale du mouvement terroriste palestinien. Le Mossad lève le voile. Des caches d'armes en Autriche, Allemagne, Danemark ou Pays-Bas. Des cellules actives en Suède ou en Bulgarie, prêtes à viser juifs et israéliens hors du Moyen-Orient. La menace est valable également pour le Hezbollah, à la tête d'un empire criminel, on le verra, en Amérique du Sud. Quelle réponse à ce terrorisme qui change d'échelle? Enfin, la haine toujours d'Israël et les promesses non tenues de l'autorité palestinienne. Ramallah assure depuis de longues années vouloir supprimer de ses manuels scolaires les appels à la violence. Dans les faits, nouvelle étude de l'ONG Impact SE, aucune modification et même une glorification systématique des auteurs d'attentats. On apprend dans le même temps que les salaires versés aux terroristes et à leurs familles ont presque doublé en un an et approchent au total les 200 millions d'euros annuels. Le choix de récompenser la terreur plutôt que d'encourager la paix. Quelle réaction des bailleurs de fonds occidentaux. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. On prépare donc les esprits en Israël à une éventuelle nouvelle confrontation avec le Hezbollah libanais. L'accélération des événements ces jours-ci n'échappe à personne. Des frappes aériennes pour contenir le réarmement de cette milice aux ordres de Téhéran. Mais pour l'état-major israélien, elles sont insuffisantes. D'autant que les autorités libanaises, loin de respecter leur engagement de désarmer le Hezbollah, donnent apparemment un sérieux coup de pouce à ce dernier. L'état des lieux d'abord avec Mathieu Winding. Washington et Jérusalem perdent patience. Le désarmement du Hezbollah par l'armée libanaise n'avance pas et par conséquent une vaste opération militaire au sud Liban est très probable selon la chaîne israélienne Cannes. L'absence de progrès quant au désarmement du Hezbollah et des organisations terroristes palestiniennes entraîne une augmentation des opérations de Tsahal au sud Liban. Toujours selon Cannes, la reconstitution du Hezbollah n'est pas endiguée par les frappes ciblées de Tsahal. Une autre manière de procéder serait donc nécessaire. Signe inquiétant pour le Liban, les États-Unis ont annulé mardi les rendez-vous du commandant en chef de l'armée libanaise qui était attendu à Washington. L'administration américaine estime que l'armée libanaise n'en fait pas assez pour démanteler l'arsenal du Hezbollah. Hier, Tsahal a frappé les dépôts d'armes du Hezbollah. La veille, une infrastructure du Hamas au Liban était détruite. Les deux organisations terroristes tentent de se réorganiser au sud Liban. Le renseignement militaire israélien a révélé hier soir comment le Hezbollah tente de se reconstituer autour du village de Beit Lif, situé à 3 km de la frontière israélienne. Tsahal a repéré des dizaines d'infrastructures terroristes, centres de commandement, dépôts d'armes et divers sites opérationnels disséminés dans le village. Des armes ont été retrouvées dans les maisons ainsi qu'à côté d'une école, d'une mosquée ou d'un hôpital. Le Hezbollah comme le Hamas utilise les civils comme boucliers humains, ce qui rend les opérations militaires beaucoup plus complexes. Alors la question n'est plus si il y aura confrontation, mais quand, à moins que la diplomatie ne soit encore utile. Bonsoir Déborah Benayoun. Déborah, est-il encore temps? En tout cas, intensification, on le voit, des efforts pour tenter de désamorcer autant que possible ces tensions. D'ailleurs, c'est le Premier ministre libanais qui veut relancer là les pourparlers. Bonsoir David. Effectivement, le Premier ministre libanais lui-même qui se dit donc prêt à négocier avec Israël. En tout cas, c'est ce que déclare le président du Conseil des ministres libanais, Nawaf Salam, dans une interview. Donc le Liban est prêt à reprendre les négociations. Pour faire avancer ces négociations, Beyrouth compte solliciter l'aide des États-Unis. Nawaf Salam se dit persuadé qu'une solution diplomatique est possible, comme c'était le cas lors de l'accord sur les frontières maritimes qui a été négocié en 2022 par les États-Unis. En réalité, pour Nawaf Salam, c'est Israël qui ne veut pas négocier. Il a ajouté d'ailleurs qu'il soulèverait cette question avec les Américains. Israël reproche à Beyrouth de ne pas en faire assez pour désarmer le Hezbollah. Et de son côté, le gouvernement libanais affirme que le plan de désarmement du Sud-Liban progresse et que l'armée libanaise renforce son déploiement dans la région. Mais le Hezbollah dénonce ce plan. Il précise qu'il ne remettra pas ses armes et il accuse même le gouvernement libanais d'agir pour le compte d'Israël. Donc pour le moment, c'est plutôt l'impasse. Voilà, c'est bloqué. Qu'en disent les Américains, Déborah, très impliqués, comme on sait, sur ce front libanais?
Eh bien, les Américains partagent l'inquiétude d'Israël en ce qui concerne la lenteur du désarmement au Liban. Washington exerce d'ailleurs aussi une forte pression sur Beyrouth pour accélérer. Des diplomates américains ont même vivement critiqué le gouvernement libanais. L'ambassadeur américain en Turquie et qui est aussi envoyé spécial en Syrie, Tom Barak, a déclaré que, je cite, le gouvernement est paralysé et dirigé par une organisation terroriste étrangère. Et selon des informations en provenance du Liban, des contacts seraient en cours avec l'ambassade des États-Unis à Beyrouth pour tenter de réduire les tensions dans la région. On le rappelle, la visite du commandant de l'armée libanaise à Washington, qui devait avoir lieu cette semaine, a finalement été annulée parce que le commandant avait qualifié Israël, je cite, d'ennemi. Ouais, les Américains très mécontents de l'attitude de Beyrouth en ce moment. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Alors, vers où se dirige la région avec cette réalité qui contredit frontalement, on le voit bien, le récit de Beyrouth. On accueille ce soir Mathias Inbar, bonsoir, notre expert défense, et puis Hussein Abdul Hussein, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties, la FDD. D'abord, Mathias, quand on voit tout cela, on se dit qu'effectivement une confrontation majeure devient inévitable, imminente peut-être ? Imminente, elle l'est depuis le premier jour, David. C'est-à-dire depuis la signature de cessez-le-feu, le Hezbollah n'a jamais respecté ses engagements, s'est réarmé, certes, s'est progressivement retiré au-delà du fleuve Litanie, mais a toujours conservé et même amélioré les positions à l'intérieur de Beyrouth et ses missiles de précision. Donc en fait, le danger existe totalement et c'est ça véritablement le problème pour Israël. C'est qu'au-delà des frappes du sud-Liban et au-delà des frappes sur la côte ou dans la vallée de la Beka, le gros problème c'est que si demain, il y a un point de non-retour qui est atteint et que Israël doit taper le centre de Beyrouth, ou plus exactement le bastion, la Dahia, que va-t-il se passer ? Est-ce qu'encore une fois, il va y avoir des condamnations de la France, des condamnations d'autres pays ? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, les renseignements sont clairs et Israël n'arrête pas de le dire. Attention, on est en train d'arriver à un point de non-retour. Donc surveiller effectivement le climat international. Hussein Abdul Hussein, c'est vrai que mettre sous pression les autorités libanaises, avec peut-être, on parle d'un ultimatum pour désarmer le Hezbollah, est-ce que vous pensez que c'est un passage obligé si on veut obtenir des résultats ? Malheureusement, l'État du Liban, y compris le président Berry, le Premier ministre Salam, s'occupe surtout de vaines paroles. Et depuis que le précédent gouvernement a signé le cessez-le-feu en novembre 24, ils n'ont pas été sérieux, il semble. Ils prétendent avoir désormais le Hezbollah ou qu'ils sont en voie de le faire. Et bien entendu, de tels mensonges ne fonctionnent pas avec Israël. C'est-à-dire que nous risquons de glisser en arrière et revenir au statu quo ante de novembre 24. Vous pensez que le Liban doit comprendre que c'est son intérêt directement de voir le Hezbollah être désarmé ? Le Liban est, on le sait, coincé entre quelque part le risque d'une guerre, c'est vrai, avec Israël, mais aussi le risque d'une guerre civile avec le Hezbollah s'il entreprend ce processus de désarmement ? Je crois que le Liban comprend cela. La question est de savoir dans quelle mesure est-ce que l'État est prêt à aller pour désarmer le Hezbollah. L'État ne comprend pas que désarmer le Hezbollah est sa responsabilité d'abord et avant tout. Pour faire preuve de souveraineté, j'entends de temps à autre que certains officiels libanais souhaitent désarmer le Hezbollah, mais ne pensent pas qu'ils en soient capables ou ne veulent peut-être pas le faire. Ils préfèrent voir Israël le faire pour eux, ce qui est une mauvaise façon de gérer la situation. C'est malheureux, mais c'est ce que c'est. Si les Libanais ne font pas ce qu'ils font pour désarmer le Hezbollah et agir sur souveraineté, quelqu'un d'autre va devoir le faire et il se tourne vers Israël. Donc vous pensez que c'est plus un problème de capacité que de volonté, même si on connaît la complexité de la mosaïque de confession au Liban, qui fait qu'effectivement il y a peut-être les chiites qui ne voudront pas désarmer le Hezbollah, contrairement aux chrétiens et aux autres. C'est bien entendu un problème de volonté et pas un problème de capacité et de pouvoir.
vu que la force aérienne israélienne continue à contrôler les cieux depuis l'arrêt des hostilités en 2024 et vu que les États-Unis sont prêts à intervenir à chaque instant pour soutenir l'État libanais en cas de confrontation avec le Hezbollah. Et même si toutes les capitales du Golfe ou ailleurs soutiennent le Liban diplomatiquement et politiquement contre le Hezbollah. Vous avez tout le monde derrière vous et tout ce que vous devriez faire, c'est exiger le désarmement du Hezbollah pour avoir votre souveraineté et vous ne le faites pas. Ça veut dire que c'est une question de volonté. Les Libanais ne réalisent pas vraiment combien la situation est grave. Et ceci étant dit, l'armée libanaise, je pense, est capable de le faire. Il pourrait dominer le Hezbollah. Le Hezbollah ne combattrait pas, c'est une milice. Généralement, ils font des embuscades, ils combattent en se cachant derrière des civils, dans les quartiers, dans les maisons. Je ne pense pas qu'ils ont l'intention de combattre les militaires. Ils voudraient plutôt entraîner les militaires à tuer des chiites pour obliger un conflit interne. Mais je ne pense pas qu'ils se confronteraient à l'armée. S'ils le faisaient, la grande majorité des Libanais seraient du côté de l'armée. Donc effectivement, problème de volonté. Alors Mathias, effectivement, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. On parle, c'est comme le Hamas, un mouvement dont la raison d'être, c'est de détruire Israël. C'est-à-dire que ou bien on laisse les choses en état et il va se réarmer, ou bien c'est la guerre, il n'y a pas d'autre option. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école d'une puissance idéologique et religieuse qui ne veut pas désarmer parce que c'est son état véritablement d'existence. Si vous enlevez les armes à ce groupe idéologique fanatisé, c'est le parti de Dieu quand même. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hezbollah. Eh bien, fatalement, il n'existera plus. J'aimerais aller plus loin, très rapidement, que ce qu'a dit votre invité. Ce n'est pas une question de vouloir, véritablement. Vous savez, c'est comme un enfant qui dit « je veux pas ». C'est pas qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas. C'est véritablement qu'il n'en a pas réellement la volonté c'est pas dans son politique. logiciel. C'est pas dans son logiciel. C'est pas dans son ADN d'aller désarmer un groupe comme le Hezbollah. Parce qu'il n'a rien fait. Le gouvernement libanais et l'armée libanaise, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas désarmé une seule arme du Hezbollah comme il le fallait. Ouais, un dernier mot peut-être, Hussein Abdel-Foussal. Est-ce que vous pensez que dans ce combat, Israël pourra compter sur l'appui américain, beaucoup plus d'ailleurs que dans la bande de Gaza pour une éventuelle reprise de la guerre à Gaza? Je pense que les preuves sont claires et tout est du côté d'Israël pour cela. C'est une guerre que le Hezbollah a commencée le 8 octobre, soi-disant pour soutenir Gaza. C'était sur la défensive, il reste sur la défensive et c'est probablement le bon moment pour rappeler à tous qu'en mai 2000, Israël unilatéralement s'est retiré du Sud-Liban. L'ONU s'est présentée, ils ont marqué la frontière, pas une débarcation totale, mais on avait la ligne bleue de l'ONU, l'ancien secrétaire général Kofi Annan, et s'est présenté au Conseil de sécurité pour déclarer qu'Israël respectait la résolution de l'ONU de 1425 qui exigeait d'Israël se retire de Sud-Liban. Donc il est encore une fois clair et malheureux que le Liban n'a jamais désarmé le Hezbollah, ni en 2006, ni en 2023. Ils n'ont jamais stoppé le Hezbollah. Et le cas est clair, et Washington n'arrêtera jamais Israël de poursuivre le Hezbollah pour le vaincre. Voilà qui est clair. Merci beaucoup à vous, Hussein Abdel-Hussein, d'avoir été avec nous ce soir depuis les États-Unis. Mathias, vous restez encore un petit peu avec nous. Et c'est le front sud, Gaza, qui se retrouverait presque relégué au second plan. Pas encore en réalité, on va le voir, on va partir de vérifier au plus près du terrain avec notre envoyé spécial qui est en direct du sud d'Israël. Bonsoir Jonathan Serrero. Alors d'abord, on vient de l'apprendre, Jonathan. Élimination, c'est officiel, du commandant des forces marines du Hamas, c'est bien cela ? Oui, Tsahal vient de confirmer les éliminations, la double élimination de deux hauts responsables du Hamas. Abdallah Abou Shalama, le chef
des forces navales du Hamas. Il était entre autres impliqué, il a commandité l'opération d'infiltration sur les plages de Zikim. On s'en souvient, c'était en 2014. Lors de l'opération Bordure protectrice, il a fomenté de nombreux attentats contre les forces israéliennes postées aussi dans la bande de Gaza. Fadi Abou Mustafa, c'est le deuxième, c'est le chef des travaux de tunnels dans la région de Khan Younes. Et Fadi Abou Mustafa est l'un des commanditaires aussi du rapt de Nimrod Cohen ou encore de David Cugno et de bon nombre d'otages. C'était le 7 octobre, donc 2 confirmations de ces éliminations perpétrées hier. Des opérations qui ont été coordonnées entre Tsahal et l'armée américaine, c'est important de le dire, et coordonné aussi avec le QG qui se trouve du côté de Kiryat Gat, des forces multinationales de maintien de la paix dans la bande de Gaza. Cette journée de jeudi a été marquée par bon nombre aussi d'affrontements entre Tsahal et les terroristes du Hamas. Ça a commencé ce matin avec des frappes contre des infrastructures du Hamas. 3 terroristes du Hamas ont été éliminés. Tsahal a découvert des rampes de lancement avec 4 roquettes qui étaient prêtes à être lancées vers le territoire israélien. Et Tsahal a aussi débusqué des terroristes qui étaient dans une école du côté de Beth Hanoun. Et là aussi, il y avait un tunnel qui traversait la ville de Beth Hanoun qui se trouve dans le nord de la bande de Gaza, David. Voilà, tout cela sous un cessez-le-feu officiellement. Jonathan, un mot quand même, c'est important également sur ces révélations de l'armée israélienne. On parle d'un tunnel interminable dans lequel le regretté Hadar Goldin a longtemps été retenu. Ouais, l'un des plus importants réseaux souterrains de la bande de Gaza a été découvert par les forces spéciales Shayeted, l'unité aussi Yahalom de Tsahal, et là reposé dans ce tunnel qui se trouve du côté de Rafah. Hadar Goldin, pendant donc toutes ces années, il se trouvait proche, à proximité de l'axe Philadelphie, de mosquée, d'un complexe de l'UNRWA aussi, c'est important de le signaler. Et donc se trouvait ce tunnel où il y avait 80 salles dans ce tunnel, des salles de commandement, des salles de repos, et où a traversé aussi dans ce tunnel Mohamed Chabané, l'ancien chef de la brigade du Hamas du côté de Khan Younes ou encore du côté de Rafah. Mohamed Chabané qui a été éliminé par Israël. C'était au mois de mai 2025, David. Merci beaucoup, effectivement très impressionnant. Jonathan Serrero, depuis le sud d'Israël en direct ce soir. Mathias Sinbar, on revient vers vous. Un mot justement sur ce qui a été dit concernant ce tunnel. 7 km, on le rappelle, ça paraît incroyable. Oui, ça paraît incroyable. Surtout, c'est des millions de shekels ou de dollars qui ont été utilisés au lieu de protéger la population civile de Rafah, ce que tout le monde rejette au niveau de la communauté internationale. Et finalement, c'est le Hamas qui est responsable du sort que subit la population du sud de la bande de Gaza. Une information autorisée à la publication. Vous avez tombé des nues, David, en juillet 2025, Tsahal, et c'est une opération autorisée à l'instant au moment où je vous parle, a arrêté le docteur qui a vu pour la dernière fois Hadar Goldin au moment où il a été kidnappé. On pensait qu'il était mort, peut-être qu'il était agonisant au moment d'avoir été kidnappé, parce que c'est le cas. Une partie de son corps a été kidnappée dans la bande de Gaza, et le docteur qui a vu pour la dernière fois Hadar Goldin et qui a suivi l'évolution de sa dépouille pour arriver dans ce tunnel de 7 km a été arrêté en juillet 2025 par les forces spéciales de l'armée israélienne qui ont usé de ruse parce qu'ils sont partis d'un côté et ils ont arrêté avec un commando de l'autre le médecin. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, le Hamas refusait ou traînait des pieds la libération de Hadar Goldin parce qu'ils avaient peur que, comme il est actuellement en train d'être enquêté, d'être interrogé par l'armée israélienne, par les renseignements du Shabak, eh bien, le Hamas avait peur que Tsahal arrive avant les tractopelles et découvre le corps d'Hadar Goldin. Ce qui prouve donc, par A plus B, que le Hamas savait où était Hadar Goldin et qu'ils ont joué la montre. Et je peux vous dire qu'au moment où on se parlait, pendant que Jonathan parlait, ces informations ont été transmises aux Américains. Les Américains savaient
que le Hamas mentait et jouait la montre. Donc ça nous confirme que le Hamas joue un jeu de théâtre macabre quelque part avec ses fausses recherches de corps. Un mot rapidement aussi Mathias, parce qu'on a découvert aujourd'hui, et c'est important, une vidéo de Tsahal qui nous montre alors l'ampleur cette fois-ci des infrastructures terroristes du côté de Beth Hanoun. Voilà, c'est dans la partie nord de la bande de Gaza, tout près des localités israéliennes, en fait une forteresse terroriste. Une forteresse terroriste et j'ai envie de dire encore une fois l'utilisation cynique des lieux civils par le Hamas, David. Regardez ces images. On va y découvrir en plein cœur d'un milieu dense, d'un milieu où il y a énormément de personnes, une école de l'ONU, une école sponsorisée par l'ONU, à l'intérieur de laquelle vous allez voir, comme par hasard, il n'y a pas d'élèves, mais des terroristes armés, des terroristes surarmés qui vont mener le combat. Regardez, il n'y a pas quelque chose qui vous choque, David? Ils sont habillés en jean et t-shirt. C'est exactement ces images qui sont utilisées par les plus grands faussaires de l'information qui estiment qu'Israël tue des civils. Ce ne sont pas des civils, ce sont des terroristes qui portent des armes. Un tunnel à l'intérieur aussi d'une école qui est utilisé par des terroristes en civil pour amener des armes à plusieurs dizaines de mètres sous terre. C'est bien, encore une fois, l'utilisation des milieux civils et des terroristes habillés en civil contre Israël. C'est une campagne de propagande qui est menée contre Israël aussi et qui malheureusement n'est pas comprise encore aujourd'hui par certains médias et certains partis politiques. Des civils pas comme les autres. Et combien ont coûté ces tunnels interminables à Gaza? Merci beaucoup, Mathias Inbar. On en y vient donc à ce qu'on disait dans les titres, la stratégie du Hamas qui ne se limite pas à la bande de Gaza ou au territoire, loin de là. Les récentes révélations du Mossad nous confirment que le défi posé aujourd'hui par le mouvement terroriste est mondial. Implantation déjà impressionnante, on va le voir, sur le sol européen. C'est Anna Papiashvili qui va tout nous expliquer depuis Paris. Bonsoir Anna. Eh bien, la liste des pays concernés, elle est assez impressionnante. On parle de cellules actives, on parle de caches d'armes. Dites-nous tout, Anna. On parle de plusieurs dizaines de cellules terroristes qui chercheraient actuellement à organiser des attaques donc contre des cibles israéliennes et juives, selon des responsables sécuritaires donc israéliens, et les informations aussi diffusées par la radio publique israélienne aujourd'hui. Et ces réseaux, on le sait donc, opèrent en Europe, en Afrique et dans d'autres régions du monde. D'après ces mêmes sources, eh bien, certaines cellules agiraient sous la direction de l'Iran, tandis que d'autres seraient liées à des organisations terroristes comme le Hamas. Et cette alerte, elle intervient donc au lendemain, vous l'avez dit, d'une annonce du Mossad concernant le démantèlement d'infrastructures terroristes en Europe. L'agence de renseignement israélien a indiqué que grâce à une coopération étroite avec les services européens de sécurité et de police, eh bien, plusieurs projets d'attentats ont été récemment déjoués et les autorités de pays tels que l'Allemagne ou encore l'Autriche ont mené justement, grâce à cette coopération, une série d'opérations antiterroristes qui ont abouti à des arrestations, à des découvertes aussi de caches d'armes qui étaient destinées à être utilisées contre des cibles israéliennes ou juives. Et justement, le Mossad et les autorités israéliennes rappellent ô combien il est essentiel d'avoir cette coopération internationale pour éviter bien, ce genre de drame. Ouais, et puis en quelques mots, moins surprenant peut-être Anna, c'est le Hezbollah libanais qui tisse lui aussi sa toile très très loin des frontières du Moyen-Orient. Alors pour le Hezbollah, j'ai un peu moins d'informations, David, donc je préfère peut-être vous en donner. Oui, parce qu'en fait c'est plus le groupe terroriste du Hamas, mais évidemment que tout est lié, et tout est lié surtout avec Téhéran. Voilà, et ça se passe notamment en Amérique du Sud. Merci beaucoup en tout cas Anna Papiashvili depuis nos studios parisiens ce soir. Alors pour mieux comprendre, en ligne avec nous le docteur Moshe Ben David. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne. Alors cette stratégie du Hamas, du Hezbollah de déplacer le champ de bataille quelque part contre Israël vers l'international, pas forcément nouveau, mais ça prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi, d'après vous maintenant? Bonsoir David. Permettez-moi d'élargir cette question et parler pas seulement du Hezbollah, mais de manière générale, de ce qui se passe dans l'arène générale après l'étape centrale dans la guerre glaive de fer. Ce qui se passe en fait
À mon avis, c'est qu'Israël, pour la première fois, et cela concerne aussi bien sûr le Hezbollah, est capable de traduire des résultats militaires en résultats politiques. Je vous rappelle et rappelle aux téléspectateurs qu'après la guerre de défense des 6 jours en 1967, il y a eu la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU qui demandait à Israël de se retirer de tous les territoires. Après la guerre du Kippour, qui a été aussi une guerre de défense, quand nous avons été agressés par l'Égypte et par la Syrie, la résolution 338 qui a obligé Israël à se retirer. Et après la guerre paix pour la Galilée, la résolution 509. Bref, ce qui s'est passé, il y a 4-5 jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris la décision qui, en fait, impose aux adversaires d'Israël, le cas échéant, le Hamas, à désarmer et à changer et renoncer à leur contrôle de la bande de Gaza. N'exige pas d'Israël de se retirer de ce contrôle du Liban. Si vous avez posé la question sur le Hezbollah, nous contrôlons le Liban et continuons à attaquer. C'est pareil pour la bande de Gaza. Et certainement, si véritablement une guerre sous son aspect politique doit terminer la guerre, la résolution de l'ONU 2803 donne une force politique et diplomatique aux bons résultats militaires. Et c'est ce que je vois aussi dans le Nord. Personne ne nous lie les mains. Le Hezbollah continue à nous combattre sur le contrôle du Liban. Ça prendra de longues années, à mon avis, de le vaincre. Alors face à cela, docteur Ben David, que doit faire Israël? C'est plus compliqué d'opérer directement en Europe, évidemment, qu'à Gaza. Il faut compter, vous pensez, sur une coopération des pays concernés, des pays européens? Ce que nous voyons, je suis rentré il y a 2 jours d'Europe, ce que nous voyons, c'est une tendance qui va croissante en Europe de renforcement des gouvernements de droite et de prise de mesures contre l'enracinement du Hamas et des soutiens du Hezbollah à l'Iran. Et il me semble que de ce point de vue, plus qu'Israël avait besoin d'agir, les Européens ont bien compris qu'ils devaient se réveiller. Et il me semble que nous allons dans la bonne direction. Il y a un soutien international sans précédent à Israël, ce que nous n'avons jamais vu, et qu'avec ce soutien international si important et qui s'exprime en capacité militaire et dans l'enracinement ou l'installation d'Israël comme puissance militaire au Proche-Orient, je pense que nous allons dans le bon sens, David. Voilà, réveil souhaité et souhaitable effectivement des pays européens. Merci beaucoup, docteur Moshe Ben David, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Alors, ce n'est pas fini. La haine d'Israël à Gaza, au Liban, en Europe, en Amérique latine. Et bien maintenant, on va vérifier le phénomène au sein de l'autorité palestinienne, plus proche de nous. Chani Guidelia nous vient nous rejoindre à l'instant. Bonsoir, Chani. Chani, certains ont voulu y croire à une correction des fameux manuels scolaires palestiniens qui incitent, malheureusement, comme on sait, à la violence, au terrorisme. Eh bien, encore une promesse non tenue de la part de Ramallah. Oui, l'Institut a analysé les livres qui sont utilisés cette année dans les écoles de l'autorité palestinienne, à Gaza, en Judée-Samarie et dans les écoles gérées par l'UNRWA. Et évidemment, ce qui en ressort, c'est que malgré les promesses de réforme, les messages n'ont pas changé. L'Institut a analysé 290 manuels et plus de 70 guides pédagogiques allant du CP à la terminale. Il y a plusieurs tendances qui se dégagent. Tout d'abord, la représentation des Juifs, c'est-à-dire que certains passages dépeignent les Juifs comme des manipulateurs, corrompus, des ennemis de l'islam. On retrouve évidemment les théories du complot classiques. Par exemple, dans un manuel d'histoire de classe de première, il y a une illustration qui montre le globe terrestre qui est tenu par 2 bras, l'un avec le drapeau américain et l'autre avec le drapeau israélien. Autre exemple, cette fois pour ce qui est des cartes de géographie, eh bien, l'État d'Israël n'existe tout simplement pas. Il n'y a que la Palestine qui est représentée, allant évidemment du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée. Et puis enfin, dans les leçons, la plupart des leçons, eh bien, Israël est régulièrement désigné comme l'occupant sioniste. Deuxième tendance, David, eh bien, c'est l'incitation à la violence. Là encore, il y a plusieurs exemples. Tout d'abord, dans un manuel d'arabe de CM2, Dalal al-Mughrabi est présentée comme une héroïne. On rappelle que cette femme était membre du
du Fatah et qu'elle a perpétré le massacre sur la route côtière de 1978 qui a coûté la vie à 38 Israéliens, dont 13 enfants, et il y a 10 pages entières qui décrivent ce massacre comme étant une victoire. Et puis, dernier exemple, c'est dans un manuel d'histoire, cette fois de classe de première, l'attentat des JO de Munich est présenté comme une action légitime dans le cadre de la lutte palestinienne. Donc on voit bien, David, que malgré les engagements qui ont été pris par Ramallah, eh bien, ça n'a pas été suivi d'effet et que les messages restent les mêmes. Et l'Institut Impact SE recense au total 210 exemples problématiques. Et autre engagement, Chanice, celui de cesser les versements de salaires en récompense au terrorisme. On est loin du compte là aussi, puisque la tendance est même carrément inverse. Oui, selon Gideon Sa'ar, l'autorité palestinienne aurait presque doublé le montant qu'elle verse aux terroristes emprisonnés et à leurs familles. Selon lui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 470 millions de shekels ont été versés en 2024, donc à peu près 144 millions de dollars, et 700 millions de shekels ont déjà été engagés pour 2025. Et Gideon Sa'ar ajoute, je cite, alors même que l'année n'est pas encore terminée. D'après lui, ces versements aux terroristes n'ont jamais réellement cessé malgré le décret qui a été signé en février par Mahmoud Abbas qui promet d'abolir ce système de financement, ce système qu'on appelle le pay for slay, c'est-à-dire le fait de payer pour tuer. Et pour le gouvernement israélien, ces paiements constituent tout d'abord une incitation directe au terrorisme, mais aussi un signal dangereux envoyé à la jeunesse palestinienne, puisque plus l'attentat commis est grave, plus la rémunération peut être élevée. Et Gideon Sa'ar appelle la communauté internationale à cesser de se voiler la face et à exiger que Ramallah mette un terme immédiat à ce type de financement. Voilà, qui pour entendre cet appel. Merci beaucoup, Chani Guidalia. Et ce thème sensible qui fera l'objet de nos 3 questions. Question pour un spécialiste de la société palestinienne, Itamar Marcus, qui nous a rejoint. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes directeur de Palestinian Media Watch, une ONG. Alors, pas vraiment de surprise en découvrant ces données sur les manuels scolaires palestiniens. Il faut se dire que Ramallah est en train de former une nouvelle génération de terroristes. L'autorité palestinienne n'a jamais abandonné la voie du terrorisme. Nous le voyons dans toutes les publications, dans tous les messages, tant pour les adultes que pour les enfants. Nous voyons dans tous les moyens d'éducation de l'autorité palestinienne, le message, c'est qu'Israël n'a pas le droit d'exister. Ils décrivent Israël comme un corps étranger qui a été implanté au Proche-Orient par les États colonialistes et en particulier l'Angleterre. Pourquoi ? Pour se débarrasser du problème des Juifs. Les Juifs sont un peuple problématique, un peuple subversif, et donc pour que les Européens, pour se débarrasser des Juifs, ils ont volé la Palestine et les a installés ici. C'est ça le message aux enfants qu'on voit dans toutes les brochures, et pas forcément dans les livres, mais dans tous les moyens d'éducation. L'enfant croit qu'il a le droit de se battre contre les Juifs et les Israéliens parce que nous n'avons pas le droit de vivre ici. Et concernant les salaires, donc aux terroristes, toujours pas vraiment de pression, on le voit de la part des Occidentaux, pourrait mettre un terme, malheureusement, et c'est peut-être le problème. Ces derniers temps, il y a beaucoup de pression du côté de l'Occident. Je dirais même plus. Nous avons décrit dans les presses le sujet des salaires aux terroristes depuis 2011. Depuis, les pays d'Europe et des États-Unis font pression sur l'autorité palestinienne pour arrêter ce financement. Et jusqu'à ce que le président Trump arrive et dise au début de l'année, si vous n'arrêtez pas, vous n'avancerez nulle part. Et l'autorité palestinienne a annoncé devant le monde entier qu'ils allaient enfin arrêter après toutes ces années de pression et de pression sans menace financière. Ils ont annoncé qu'ils arrêteraient. Mais nous avons vérifié chaque mois depuis, et nous vérifions, nous avons les moyens
moyens d'agir avec toutes sortes d'éléments et nous savons qu'ils n'ont jamais cessé les salaires aux prisonniers. Le prisonnier dans le monde palestinien, c'est un héros national. L'autorité palestinienne paie des salaires aux prisonniers et il faut que vous compreniez, depuis 2019, ils n'ont pas suffisamment de salaire pour payer les fonctionnaires. Les gens, depuis 2019, reçoivent 50 ou 60% ou 70% de leur salaire. Ils n'ont pas leur salaire parce qu'il n'y a plus d'argent. Et au lieu de ça, ils continuent à payer 350 millions de dollars par an pour financer les terroristes. C'est une folie absolue. Mais c'est un message au peuple palestinien. Le terroriste est la personne la plus importante et le plus centrale. En tout cas, vous dites que ça change un petit peu dans les mentalités en Occident. Un dernier mot rapide au sein de la société palestinienne d'aujourd'hui sera la dernière question. Est-ce qu'il y a quand même des courants minoritaires mais qui osent parler de paix ? Si on regarde les sondages récents dans l'autorité palestinienne, il faut comprendre qu'on n'a pas avec qui parler là-bas. Ne serait-ce que le mois dernier, le sondeur le plus important, Fatrika, qui a publié un nouveau sondage, et une des questions les plus importantes était: est-ce qu'à votre avis, la décision du Hamas d'attaquer Israël le 7 octobre a été une décision juste? Vous n'y croirez pas, 69% des personnes sondées, des Palestiniens de Judée et de Samarie, ont dit que c'était une bonne décision. Il faut comprendre combien cela est dur et complexe. Ils savent, ils pensent qu'il y a déjà 70 000 personnes qui ont été tuées. 70 000, et ils disent évidemment que c'est des civils. Alors, ils croient que 70 000 morts de civils tués par Israël, à leur avis, pourtant ça valait la peine de faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Assassinat, viol, torture de juifs pendant toute une journée. Et avec 70 000 morts, et selon eux, ce sont des habitants palestiniens. Et c'est terrible. On n'a pas avec qui parler, ni avec les dirigeants, ni dans la population palestinienne. Pas d'interlocuteur pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup, Itamar Marcus, d'avoir été en direct avec nous ce soir. Et on avance. Voici l'édito signé Christian Mallard. Qu'importe ses graves pénuries d'eau ou son marasme économique, l'Iran continue de tout miser sur son combat contre Israël. Et cela passe par alimenter ses proxys en armes. Entre autres, Christian Mallard. Bonsoir Christian, notre consultant diplomatique à Paris. Un Iran affaibli au sortir de la guerre des 12 jours en juin dernier, mais qui entend se mesurer à nouveau à Tsahal, vous pensez ? La question se pose. Entre ces problèmes politiques, économiques, géopolitiques, la République islamique d'Iran peut-elle ressouder son peuple pour une deuxième guerre avec les États-Unis et Israël? Le régime veut faire passer un message. Le cessez-le-feu avec Israël, dit-il, n'est qu'une brève période de répit. Ali Khamenei et son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, donnent le ton. L'Iran demeure prêt à une nouvelle confrontation avec Israël et pourrait frapper l'État hébreu de façon décisive. Les hauts gradés de l'armée ont relayé le message. Le calme actuel est temporaire, disent-ils. L'armée prépare ses missiles et ses drones au milieu d'une situation chaotique avec crise de l'eau, taux d'inflation et taux de chômage des plus élevés, prix des denrées exorbitants. On est presque arrivé à un point de non-retour si l'on en croit le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui somme l'Iran d'éviter le pire entre les États-Unis et l'Iran. Les ayatollahs, en tout cas c'est vrai, peuvent se servir d'une nouvelle confrontation pour détourner le peuple de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve. Il n'est pas sûr que les appels lancés par les autorités au patriotisme, au nationalisme du peuple soient entendus. Cela dit, il ne faut pas surestimer les capacités iraniennes, même en période de reconstruction. Les frappes décidées jusqu'alors par Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont un message de dissuasion envoyé aux ayatollahs. Une autre guerre n'est pas inévitable, mais l'éviter nécessitera la reconnaissance du problème par la diplomatie, soutenue par un recours à la force crédible, avec cette devise bien connue, « Si vis pacem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre.
Voilà, formule bien connue. Vous continuez à suivre ce dossier iranien pour nous. Christian Malard, merci beaucoup depuis Paris et nos studios. Et on passe à l'info en bref et en images top chrono. Un pays musulman qui compte pour Israël dans l'optique justement de son bras de fer avec l'Iran, l'Azerbaïdjan, dont le ministre de l'économie, Mikhail Jabarov, était reçu ce matin à Jérusalem. Rencontre avec le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, qui s'est félicité à cette occasion de l'approfondissement des relations bilatérales et économiques. Partenariat stratégique, on le rappelle, qui inclut les aspects militaires, énergétiques, technologiques. Une relation qui se renforce également aujourd'hui dans le domaine du tourisme. Nouvelle opération antiterroriste d'envergure dans le nord des territoires. Elle s'est déroulée dans plusieurs villages proches de Naplouse. Objectif des forces israéliennes, localiser des armes et arrêter des suspects. Dans la ville de Naplouse, justement, des terroristes palestiniens armés ont ouvert le feu sur les soldats de Tsahal. Un blessé modéré, a déploré un réserviste de l'armée qui a été évacué vers un hôpital. Le SOS de la Jordanie à l'adresse de son voisin israélien en proie à une crise de l'eau sérieuse. Amman envisage de remettre discrètement sur les rails le fameux programme Prosperity, une coopération énergétique et hydrique, interrompu en novembre 2023 en pleine guerre à Gaza. Le projet lancé en 2021 sous Joe Biden avec l'appui des Américains prévoit la fourniture par Israël de 200 millions de mètres cubes d'eau dessalée à la Jordanie. En échange, le royaume hachémite vient vendre à Israël 600 mégawatts d'électricité issus de son parc solaire. Et puis les images du Sigd, fête annuelle traditionnelle depuis hier soir et jusqu'à ce jeudi, de la communauté Beta Israël, les Juifs d'Éthiopie. Elle est célébrée 50 jours après le Yom Kippour, une journée de jeûne et de prière en faveur de la reconstruction du temple de Jérusalem. Depuis 2008, le Sigd est reconnu par l'État d'Israël parmi les festivités officielles. Allez, notre page politique, c'est maintenant. Tout de suite le parti pris de cette édition. À la une de l'actu politique en Israël, toujours la fameuse loi définissant les contours de l'enrôlement des jeunes orthodoxes dans les rangs de Tsahal. Eh bien, c'est peut-être l'un des dossiers qui va rythmer la prochaine campagne électorale. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir. Daniel, où en sommes-nous? Parce que Binyamin Netanyahou, le Premier ministre, vient finalement de donner son feu vert au texte après une longue réflexion. Pourquoi c'est important? Oui, c'est important parce qu'il y a eu un événement important hier soir lorsque l'un des leaders du monde orthodoxe a validé le texte de la loi de Boaz Bismuth, qui est très conciliant, il faut l'avouer, envers les orthodoxes et qui ne précise qu'un enrôlement, on va dire, relativement restreint des élèves des instituts talmudiques. Mais eh bien, cette démarche du grand rabbin ne suffit pas, parce que finalement, il y a même dans le monde orthodoxe, à l'intérieur de la coalition, il y a des députés qui s'opposent à cette loi, qui sont plus radicaux, qui estiment que cette loi est dangereuse, et puis il y a aussi au sein du Likoud des députés qui disent cette loi va nous porter tort. Et donc, Binyamin Netanyahou, pourquoi elle va porter tort? Parce que quelque part, ce n'est pas une loi populaire dans la société israélienne après 2 ans de guerre. Et donc, Binyamin Netanyahou s'est retrouvé confronté à un dilemme. C'est-à-dire, si d'un côté, il ne promeut pas cette fameuse loi, eh bien, les orthodoxes vont quitter la coalition gouvernementale et son gouvernement va tomber. C'est un peu trop tôt, il ne veut pas que son gouvernement tombe. Mais si il soutient cette loi, eh bien, son gouvernement sa coalition ne garantit pas qu'elle passera parce qu'il y a plusieurs opposants, mais d'une certaine manière, il se retrouve dans une situation périlleuse, Alors, le Premier ministre, aujourd'hui, finalement, a décidé de trancher et il a accepté, il a dit, je vais tout faire pour que cette loi puisse être validée par une majorité de la coalition gouvernementale. Et pourquoi il fait ça, Binyamin Netanyahou? Parce que derrière cela, il y a les développements diplomatiques régionaux, l'élargissement des accords d'Abraham. Il a besoin de cette coalition. Il sacrifie on va dire, certains principes du Likoud, y compris sur le plan du service militaire, pour préserver sa coalition gouvernementale en perspective d'événements diplomatiques. Donc en 2 mots, vous nous dites qu'il ne veut pas d'élection maintenant, Netanyahou, et il y a une prise de risque parce que ce projet de loi est impopulaire, et vous l'avez dit, y compris au sein de son propre parti. Et là, il risque de commettre une erreur parce que il est certain aujourd'hui que ce projet n'est pas populaire dans la société israélienne. On ne comprend pas comment le Likoud peut cautionner un projet qui dispense une majorité écrasante des élèves des instituts talmudiques de service militaire après 2 ans d'armée. Il y a encore des dizaines de milliers de réservistes qui servent actuellement dans la bande de Gaza, qui sont mobilisés pour aller dans le nord d'Israël. Et on ne comprend pas comment le Premier ministre peut cautionner cela. Alors Binyamin Netanyahou dira
il peut trouver une parade. Il peut dire je vais tout faire pour que cette loi passe et que finalement elle ne passe pas. Et il ira voir les orthodoxes en leur disant j'ai tout fait pour qu'elle passe. Elle ne passe pas, mais ne quittez pas la coalition gouvernementale. Préservez-moi cette coalition afin que nous puissions relever les défis régionaux. Je vous rappelle que cette loi, une autre formule de cette loi devait être validée à la veille de la guerre des 12 jours contre l'Iran, et ça avait été donc mis de côté à cette époque. Peut-être que Benyamin Netanyahou espère que cela se reproduira dans les prochaines semaines. En tout cas, une manière de gagner du temps pour l'instant. Merci beaucoup Daniel Haïk pour ce parti pris. Allez, la suite et la fin de notre dossier de la semaine, 5e et dernier volet de notre saga consacrée, vous le savez, à l'Arabie Saoudite. On va tenter une synthèse ce soir des épisodes précédents. Quelle place aujourd'hui et demain pour une Arabie Saoudite, certes première économie du Moyen-Orient, certes acteur central du monde sunnite et gardienne des lieux saints de l'islam, eh bien, géant conscient de ses faiblesses aujourd'hui, et notamment face à ses rivaux, Turquie, Qatar, Égypte, en méthode côté l'Iran chiite. Alors la compétition est globale, elle est militaire, économique, mais aussi religieuse et médiatique. Tour d'horizon en compagnie de Mathieu Winding. Longtemps réduite à sa rente pétrolière, l'Arabie Saoudite se réinvente et se place dans plusieurs domaines afin de faire face à la compétition de pays comme le Qatar, l'Égypte et la Turquie. Dès 2016, le prince héritier Mohammed Ben Salman expose son projet pour le royaume. Vision 2030 a pour objectif de convertir l'Arabie Saoudite d'un pays fermé et rigoriste en un endroit normal, ou presque, ouvert aux visiteurs et aux investisseurs. Le pays a de nombreux atouts. Il est le premier exportateur de pétrole et grâce aux 2 principaux lieux de pèlerinage du monde musulman, Riyad se pose en leader du monde sunnite. Sur le plan diplomatique, le pays est courtisé, peut se permettre de faire monter les enchères. La coopération militaire avec la Chine a inquiété l'allié américain qui vient de renforcer son partenariat stratégique avec le Royaume. L'Arabie Saoudite, par son rôle central, a pu conclure un pacte de défense mutuelle avec le Pakistan. Atout géopolitique, l'Arabie Saoudite est au centre du projet IMEC, le corridor économique Inde, Moyen-Orient, Europe. Cependant, le leader de facto de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, doit relever de nombreux défis. Son pays est dépendant du pétrole et une part importante de l'économie tourne autour de la société exploitante Aramco. L'économie saoudienne reste donc vulnérable au cours du pétrole qui finance les projets de la Vision 2030. Les réformes voulues et lancées par MBS bousculent une société très jeune qui parfois ne suit pas la cadence imposée. Autre ombre sur le tableau, l'armée saoudienne, bien qu'équipée par les États-Unis, n'arrive pas à s'imposer sur le champ de bataille. 8 ans de guerre au Yémen sans aucune victoire l'ont démontré. La faiblesse de la défense aérienne saoudienne face aux attaques des Houthis contre les sites pétroliers a été exposée au grand jour. Sur le plan médiatique, si Riyad a une chaîne d'information internationale Al Arabiya, elle peine à concurrencer Al Jazeera, la chaîne qatari au budget pharaonique qui a su s'imposer comme une référence dans une partie du monde arabo-musulman. Le Qatar rivalise également sur le plan religieux avec son soutien massif aux frères musulmans. Militairement, la Turquie surpasse l'Arabie Saoudite. Ankara peut projeter sa puissance militaire au Moyen-Orient et en Afrique. Riyad est dépendant de ses alliances. Le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN obtenu hier en est une illustration. L'Égypte est, elle, dépendante économiquement de l'allié saoudien. Le Caire et Riyad sont des alliés dans la lutte contre les frères musulmans. Les 2 pays entretiennent une relation profonde et solide. Face à ses rivaux turcs et qataris, Riyad a de nombreux atouts, même si sur le plan religieux, la bataille pour le leadership dans le monde sunnite ne fait que commencer. Alors, qui de nos 3 acteurs qui ont donc fait l'objet de nos 3 premiers dossiers de la semaine serait aujourd'hui en pole position pour le leadership sunnite au Moyen-Orient? Un expert avec nous depuis Washington, le docteur Walid Phares. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes expert en politiques étrangères, auteur de l'ouvrage Futur Djihad. On comprend que le vrai match, quelque part, ce serait en réalité pour ce leadership entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, parce qu'au Moyen-Orient, qu'on le veuille ou non, la notion de puissance, elle passe encore par l'aspect militaire, ce qui exclut donc le Qatar. Avantage Turquie peut-être d'ailleurs dans ce domaine? Tout à fait. En géopolitique, surtout au Proche-Orient, au Moyen-Orient en général, d'abord il y a l'espace géographique, c'est pour ça ne qualifie pas le Qatar, trop petit. Il y a l'Arabie Saoudite qui est positionnée sur la mer Rouge, sur l'océan Indien, et le plus important c'est le Golfe Persique. Mais aussi elle a des frontières avec des États très importants au Proche-Orient, l'Irak et la Jordanie. Donc l'Arabie Saoudite, point de vue location, est égale à la Turquie qui elle aussi bénéficie
bénéficie d'une position très spéciale, la mer Noire, la mer de l'Égée et la Méditerranée. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, la Turquie, la différence avec l'Arabie Saoudite, c'est qu'elle a des colonies militaires. Elle est présente en Chypre, elle est présente en Libye, elle est présente en Afrique de l'Est. Et donc c'est une égalité entre les deux. Mais l'envergure de la Turquie, ses forces militaires sont bien plus supérieures que ceux de l'Arabie Saoudite. Donc match nul avec une faiblesse saoudienne qui est peut-être structurelle. On sait aussi que c'était l'enjeu justement de la visite de MBS à Washington. Si on veut conclure un petit peu ce chapitre, Dr Fares, est-ce que vous pensez que les accords d'Abraham ont pris du retard, donc l'entrée de l'Arabie Saoudite normalisée avec Israël, parce que justement, eh bien, Israël a quelque part amoindri le facteur menace que faisait peser l'Iran sur l'Arabie Saoudite, paradoxalement? Il y a plusieurs facteurs. Facteur 1, 4 ans perdus. Il faut voir que ceux qui ont dirigé les accords d'Abraham, c'est les États-Unis, c'est l'administration Trump, avec Israël bien sûr, et 2 pays arabes, les Émirats d'une part et le Bahreïn d'autre part. L'Arabie Saoudite n'était pas au début, mais la projection aurait été que l'Arabie Saoudite aurait joint les accords entre 2021 et 2024. Mais Trump a perdu, il s'est retiré de Washington, à West Palm Beach. Donc c'était ça la partie qui n'a pas aidé la convention entre les États arabes, les États persiques et Israël. Mais maintenant, il y a un rattrapage. Trump invite l'Arabie Saoudite. Il pense qu'en mettant toutes les pressions, en alléchant les Saoudiens avec tous les deals qu'ils veulent, avec bien sûr le F-35, cela pourrait se passer, je ne pense pas entre maintenant et la fin de l'année, c'est trop court, mais peut-être l'année prochaine. Ouais, donc il insiste effectivement, Donald Trump. Merci beaucoup à vous, Dr Walid Fares, pour cet entretien extrêmement intéressant. Notre page antisémitisme à présent, on part à Washington. Évolution toujours aussi préoccupante en Europe et aux États-Unis. Direction donc Washington avec Antoine Delard, notre correspondant. Bonjour Antoine, on va évoquer avec vous cette manifestation antisémite qui s'est déroulée devant une synagogue de New York. Oui, absolument. En fait, cette manifestation visait une association qui aide et encourage les Juifs américains à immigrer vers Israël. Et cette association organisait hier soir une réunion d'information dans une synagogue à New York. Et c'est donc devant cette synagogue que 200 manifestants s'étaient regroupés. Ils étaient placés à côté de l'entrée pour interpeller et intimider les personnes qui se rendaient à cette réunion d'information. Alors au départ, il s'agissait d'un rassemblement avec un mot d'ordre anti-colonisation et contre la politique du gouvernement Netanyahou. Mais rapidement, ça s'est transformé en rassemblement, où ce rassemblement a pris des allures de manifestations antisémites. On a entendu effectivement des slogans appelant à la mort d'Israël, des slogans appelant à globaliser l'intifada ou encore appelant à la destruction de l'État d'Israël. Alors face à ces 200 protestataires, il y avait aussi une contre-manifestation, cette fois avec des militants pro-israéliens. Les deux groupes étaient séparés par des barrières et des policiers. Il y a eu quelques mouvements de foule, mais pas de violence et aucune arrestation. Tout cela n'a pas empêché en tout cas la tenue de cette réunion qui a pu, à l'intérieur de la synagogue, se dérouler quasiment comme si de rien n'était. Tout cela, en tout cas, intervient dans un contexte où les actes antisémites ont connu une progression absolument fulgurante depuis les attaques du 7 octobre, en particulier à New York. L'an dernier, on a recensé dans la plus grande ville des États-Unis 976 actes antisémites. C'est un record absolu pour New York et pour l'ensemble des villes américaines. Voilà, ça fait beaucoup, hein, juste après l'élection de Zoran Mamdani comme nouveau maire de New York. Merci beaucoup Antoine Delard. En direct de Washington, on va conclure avec un mot d'économie. Et l'heure des premiers bilans pour le Salon de la Défense Mélipol à Paris-Villepinte cette semaine, auquel ont donc finalement pu participer 39 sociétés israéliennes. On est en ligne avec le chef de la mission économie et commerce à l'ambassade israélienne de Paris, Ran Kenny. Bonsoir et merci à vous. Eh bien, votre bilan tout simplement à l'issue de cette semaine de Salon Mélipol, est-ce qu'il est globalement positif en termes d'affluence, en termes aussi de qualité des contacts? Ouais, bonsoir David, ravi d'être là. Ouais, il y a encore une journée d'exposition devant nous, mais en ce moment, le bilan est très positif. Il y a un très beau mouvement dans le pavillon israélien, le pavillon national, qui est d'ailleurs géré d'une manière remarquable par nos partenaires de l'Institut de l'export israélien. Beaucoup de mouvements, beaucoup de rencontres entre les sociétés israéliennes et les visiteurs.
et des rencontres qu'on espère qu'ils vont très prochainement se transformer en affaires et en ventes. Ouais, effectivement, c'est l'espoir. Donc des échanges constructifs. L'image d'Israël, elle est intacte sur ce marché de la défense, en tout cas chez les experts, malgré, on sait, toutes ces campagnes de bashing qu'il y a pu avoir ces derniers mois, ces 2 dernières années même. Oui, c'est vrai. Aucun salon, surtout dans le domaine de la sécurité, ne sera complet sans la technologie israélienne avec ses innovations et ses capacités. Ouais, et ce sont donc les dans plus. Oui. Allez-y. Non, excuse-moi, dans plusieurs domaines, disons la garde de prison, la détection de drogue, des technologies pour les secouristes et pour les municipalités, pour gérer les villes, la gestion de données, la vision de nuit par exemple, et les technologies anti-drones, un sujet qui préoccupe le monde entier, et notamment l'Europe récemment. Donc l'innovation effectivement de défense, d'ailleurs, ce sont justement précisément ces récents défis d'Israël à Gaza, au Liban, en Iran également, qui ont démontré l'efficacité des procédés israéliens. Ça, vous l'avez ressenti aussi au contact du public ? Je ne suis pas sûr que j'ai compris ou j'ai pu bien entendre la question à fond, mais je peux juste dire que les relations avec les autorités françaises, avec la gestion de Millipol du Salon sont excellentes. Et aussi, on a eu de très bons rapports et des soutiens, et des messages de soutien de visiteurs et de public qui est passé dans le pavillon. Bon, ça n'a rien à voir avec le commerce, c'est entre parenthèses, mais ça a chauffé les cœurs et les sociétés israéliennes ont beaucoup apprécié. Voilà, donc Israël qui est perçu comme étant toujours à l'avant-garde de ces technologies de défense, ce sera le mot de conclusion. Absolument, absolument. On est toujours reçu comme ça. Et les technologies israéliennes, dans tous les secteurs d'ailleurs, mais dans la défense, ont une réputation très bonne qu'ils méritent bien. Voilà, défense et aussi cyberdéfense. Merci beaucoup à vous, Ran Kenny, d'avoir répondu ce soir en direct de nos studios parisiens à nos questions à la sortie donc de ce salon Millipol. Voilà, et bien c'est la fin de cette grande émission. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, l'émission Ça se débat. Ce soir, c'est avec Océane Nicole en compagnie de ses 4 invités. Très bonne soirée à tous sur iTunes.